Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième vlog de l'année. Attention, ça démarre sur les chapeaux de roue. Je vais vous parler d'un travail qu'on a réalisé avec plusieurs autres scientifiques et qui touche à l'éthique de la publication scientifique et notamment sur les pratiques un peu douteuses de l'IHU de Marseille dans sa stratégie de publication scientifique. Alors, avant de vous expliquer notre travail, qui est un petit peu, on va dire, technique, j'aimerais bien poser quelques bases pour que vous compreniez bien pourquoi on a fait ce travail et pourquoi on pense qu'il est important que les gens soient au courant de ce qui se passait dans cet institut, notamment à propos de la stratégie de publication. Déjà, premièrement, quand on parle de publication scientifique en France, il faut savoir qu'il y a un système de points qu'on appelle les points SIGAPS. Alors ces points SIGAPS, ils marchent uniquement pour les médecins qui publient dans des journaux qu'on dit à comité de lecture, qu'on retrouve sur la plateforme internationale de recherche bibliographique PubMed. Quand vous publiez un article scientifique et que votre article se retrouve dans un journal et est indexé dans PubMed, eh bien il y a une base de données en France qui s'appelle la plateforme SIGAPS qui va retrouver votre publication scientifique et qui va vous attribuer des points en fonction de la revue dans laquelle vous avez publié et la position dans les auteurs dans laquelle vous êtes sur la publication. À quoi sert ce système? Ce système, il a été mis en place pour deux choses. La première, pour la carrière des médecins qui veulent faire des carrières académiques, c'est-à-dire devenir professeur des universités, il y a un prérequis minimum de points SIGAPS à avoir pour pouvoir postuler. La plupart du temps, on demande 400 points SIGAPS pour devenir professeur des universités. Le deuxième intérêt de cette classification, c'est de vous accorder des crédits de recherche, que l'on dit des crédits mairie, pour mission de recherche, de référence et d'innovation. Ces crédits vous donnent un certain nombre d'euros par point qui sont reversés à la structure qui a publié l'article. L'intérêt de ces points SIGAPS, c'est de pouvoir lisser les différences qu'il existe entre les revues dans les différentes spécialités médicales. Pour classer une revue, selon son degré de prestige, on va dire, et son degré de sérieux, on peut avoir un indicateur qui est l'impact factor. L'impact factor, c'est le nombre de citations de vos articles par rapport au nombre d'articles que vous publiez. Plus vos articles sont cités et moins vous publiez d'articles, eh bien ça veut dire que votre revue, elle est beaucoup reprise. Donc votre recherche, elle intéresse, ou en tout cas les gens en parlent et la recitent dans leurs autres papiers. Les revues les plus prestigieuses généralistes en médecine sont le Lancet, qui a gagné énormément de points d'impact factor depuis le Covid, qui est maintenant un petit peu plus de 200, suivi par le New England Journal of Medicine, qui est autour de 100 d'impact factor, suivi par le JAMA. Ça, ce sont des revues qui sont dites généralistes, qui publient dans tous les champs de la médecine, et essentiellement de la recherche dite clinique, c'est-à-dire de la recherche sur des patients. Ensuite, vous avez des revues plus génériques mais scientifiques, comme la revue Nature ou la revue Science, qui sont des revues extrêmement prestigieuses et qui vont publier dans tous les champs de la recherche scientifique, que ce soit la médecine, la physiologie, l'entomologie, l'astrologie. L'astrophysique, la physique des particules, donc c'est très compliqué de publier dans ces revues, puisqu'il y a énormément de compétition. Et ça, on est autour d'impact factor qui sont entre 80 et 60. Et puis vous avez des revues de spécialité médicale qui vont être variables par le nombre de personnes qui les lisent. Effectivement, les revues de cardiologie, par exemple, qui sont énormément lues par énormément de praticiens, puisque la cardiologie et les problèmes cardiovasculaires sont centraux dans le monde moderne, eh bien elles ont des impact factors qui sont élevés. Par exemple, la revue Circulation est une revue qui a 40 d'impact factor, et c'est un impact factor quand même assez haut. A contrario, vous avez des spécialités médicales qui sont plus discrètes, plus intimistes, on va dire, et dont les journaux de référence de publication ont des impacts facteurs faibles, puisque les articles publiés dans ces revues ne sont pas énormément partagés. Et donc, en dermatologie ou en médecine physique et de réadaptation, certains des journaux dans lesquels vous pouvez publier de la bonne recherche ne vont pas excéder 5 à 10 d'impact factor. Pour lisser les différences entre les différentes spécialités médicales, il a été décidé de faire les points SIGAPS. Les points SIGAPS vont classer les revues de votre spécialité en différents rangs, qui vont du rang A au rang E. Et donc, même si votre spécialité dispose de revues qui n'excèdent pas 10 d'impact factor, eh bien vous aurez quand même des revues de rang A, de rang B, de rang C, de rang D et de rang E, puisqu'elles seront classées selon la spécialité. Donc si vous avez une revue d'impact factor 10 en médecine physique et réadaptation, il est fort probable qu'elle soit de rang A. Par contre, en cardiologie,
il est fort probable qu'elle soit de rang B ou de rang C, puisqu'il existe des revues qui ont un impact factor encore plus haut. L'idée, c'est d'accorder des points et d'avoir un système un peu égalitaire par rapport aux différentes spécialités médicales, puisqu'on va multiplier les points attribués par le rang de votre revue, donc 8 pour une revue de rang A, 6 pour une revue de rang B, 4 pour une revue de rang C, 2 pour une revue de rang D, et 1 pour une revue de rang E. Et ça, on va le multiplier à votre position dans le papier. Si vous êtes premier ou dernier auteur, qui sont les places les plus importantes, vous allez multiplier le chiffre que je vous ai dit avant par 4. Si vous êtes deuxième auteur, par 3. Si vous êtes troisième auteur, par 2. Et si vous êtes n'importe où ailleurs dans le papier, par 1. Ça vous donne un maximum de points de 32 et un minimum de 1 point. Mais ces points, quand vous gagnez 32 points, vous gagnez aussi 32 points dans les crédits mairie. Un crédit mairie, c'est entre 600 et 700 euros qui sera versé à votre institution chaque année pendant 4 ans, et ça multiplié par votre nombre de points. Et donc ça, c'est central puisque ça finance la recherche et l'innovation dans nos structures médicales qui sont éligibles au crédit mairie, c'est-à-dire les hôpitaux universitaires, les hôpitaux et les cliniques privées aussi. Ces crédits mairie, évidemment, c'est l'État qui les verse aux structures via des organismes. Et quand on dit l'État, eh bien c'est vos impôts. Voilà, c'est vous qui financez la recherche médicale en partie grâce à vos impôts et au reversement de ces crédits mairie. Le problème de ce système, vous l'avez compris, c'est qu'on peut aller vers un système inflationniste, c'est-à-dire que plus vous allez publier, même de la recherche de mauvaise qualité, vous allez quand même générer des crédits mairie. Ça, c'est la première chose que je voulais vous introduire, puisque c'est très important pour comprendre pourquoi certains instituts ont une stratégie de publication extrêmement agressive sur des publications qui sont, 1, inintéressantes, 2, probablement de très mauvaise qualité, voire fausses, et qui ne seront jamais lues ou relues puisqu'elles n'intéressent personne. C'est les pratiques qui ont été soulevées à l'IHU de Marseille par le biais en fait de journaux scientifiques qui étaient contrôlés dans leur édition par des professeurs qui travaillaient à l'IHU et donc qui permettaient de faire passer énormément de papiers sans intérêt, mais ces papiers générant des points SIGAPS, ils généraient des crédits mairie et donc ils rapportaient énormément d'argent à la structure. Évidemment, ces papiers ne font pas avancer la recherche puisqu'ils sont pour la plupart de piètre qualité. Pour vous donner un ordre d'idée, pour publier de la recherche fondamentale, c'est-à-dire de la recherche sur le petit animal, sur la recherche cellulaire, dans une revue comme la revue Nature, il vous faut entre 4 et 7 ans de travail, avec énormément d'investissements humains et financiers. A contrario, pour publier dans New Microbe et New Infection, visiblement, il ne faut pas beaucoup de travail, puisque énormément de publications sont similaires et n'apportent rien à la science. Et pourtant, vous allez générer quand même des crédits mairie. La deuxième chose qui est importante de vous introduire avant de vous parler de notre travail, c'est les autorisations pour mener de la recherche, que ce soit sur l'animal ou sur l'humain, aujourd'hui, en 2023, en France et dans le monde. Avec un certain nombre de scandales qui ont émaillé la recherche clinique et la recherche animale, les travaux et les avancées autour du bien-être animal, aujourd'hui, il n'est pas possible de faire de la recherche sans avoir au moins eu des autorisations légales de comités d'éthique ou de comités du bien-être animal. Ce sont des dossiers qui sont plus ou moins lourds, qui nécessitent énormément de justifications sur la quantité d'animaux qu'on va utiliser, pourquoi on les utilise, quelles sont les techniques, est-ce qu'on a pensé à d'autres techniques qui pourraient être moins invasives. Ça s'appelle les 3 R et on en parle dans une vidéo sur le médicament que je vous remets ici en fiche et dans la description. Pour la recherche clinique, la loi elle a progressé. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la loi Jardé qui encadre la recherche clinique, c'est-à-dire la recherche sur la personne humaine. L'idée, bien sûr, c'est de proposer des protocoles de recherche pour l'avancée de la science, tout en mettant en sécurité les patients qui participent à ces recherches. Il y a plusieurs niveaux d'autorisation à avoir quand on fait de la recherche clinique. Les niveaux les plus élevés vont être quand on va tester des nouvelles molécules et des médicaments. Là, il va falloir énormément d'approbation de l'ANSM, d'un comité de protection des personnes qu'on appelle un CPP, de comités d'éthique. Et ça, ce sont des dossiers qui prennent, on va dire, au moins 1 an à déposer avant de pouvoir commencer à faire notre recherche. Pour des recherches un petit peu moins invasives, on va simplement faire une prise de sang ou un prélèvement biologique pour voir la présence de bactéries ou pour évaluer la pertinence d'un critère biologique dans le pronostic d'une maladie.
On est sur un tout petit peu moins de nécessité légale, mais quand même, vous devez souvent déposer un dossier auprès d'un comité de protection des personnes qui va valider que votre projet est bien éthique et acceptable sur le plan de la personne humaine. La plupart du temps, on vous demandera d'avoir une assurance et un comité de pilotage. Voilà. Donc ça demande de l'argent et du temps pour déposer tous les projets de recherche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas vous donner une autorisation pour faire une centaine ou 200 ou 300 ou 500 études différentes avec le même numéro d'autorisation. Quand vous allez vous présenter auprès d'un comité de protection des personnes ou un comité d'éthique, vous allez demander une autorisation pour faire une étude, un protocole. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça doit se passer, puisque même si c'est contraignant pour nous, les médecins et les chercheurs, quand on veut déposer les protocoles, il ne faut pas oublier que c'est pour la sécurité du patient que l'on fait tout ça, et c'est très important. Maintenant, j'en viens à notre travail qui a été fait en collaboration avec d'autres chercheurs qui sont cités dans le papier, Fabrice Franck, Lonnie Besançon, Éric Billy, Jérôme Barrière, Véronique Saada et Alexander Samuel, que vous connaissez, qui est déjà passé sur la chaîne. Qu'est-ce que nous avons mis en évidence dans ce papier? Eh bien, en reprenant les numéros de comité d'éthique qui apparaissent dans certaines publications qui ont été toutes co-signées par le professeur Didier Raoult, on se rend compte qu'il y a un numéro de comité d'éthique qui revient de façon redondante et de façon anormale. À l'IHU, pour faire de la recherche, c'est comme partout, il faut demander les autorisations. L'IHU a mis en place un comité consultatif d'éthique interne qui analyse les protocoles qui sont déposés par les équipes de recherche pour savoir s'ils sont en accord avec les bonnes pratiques d'éthique. Ce comité donne un avis qui est consultatif et qui va permettre derrière de déposer des vraies demandes. Quand on regarde les numéros qui ont été attribués par ce comité consultatif d'éthique, un numéro nous a particulièrement intéressé, c'est le numéro 09-220. Ce numéro, il a été donné pour une étude, pour des prélèvements bactériologiques, dans une population particulière, chez des patients particuliers, dans des conditions particulières. Eh bien, ce numéro, il n'a pas été utilisé une fois, il n'a pas été utilisé 2 fois, pas été utilisé 10 fois, il a été utilisé près de 258 fois dans des études dont les sujets sont extrêmement différents puisqu'on a des patients qui sont malades, des patients qui sont en bonne santé, on a des enfants malades aussi. Ces études portent sur des prélèvements qui sont très différents. On a des prélèvements bactériologiques de selles, des prélèvements bactériologiques au niveau du vagin, au niveau du tube digestif, au niveau sanguin, au niveau salivaire, et des pays qui sont différents. On a la France, mais on a aussi des pays d'Afrique, dans lesquels, effectivement, on ne retrouve pas forcément toujours la trace d'autorisation de recherche à l'étranger. Alors pourquoi c'est grave? Eh bien, c'est grave parce que ça montre que, à des fins de publication, pour obtenir un maximum de points SIGAPS et donc de crédit mairie, l'IHU a fait fi des obligations réglementaires basiques pour pouvoir mener la recherche clinique. Et donc, une partie de ces études sont peut-être potentiellement illégales et ne devraient pas avoir été publiées en l'état. Quand on regarde un petit peu plus en détail d'autres numéros de comité d'éthique, nous avons mis en évidence qu'il y a à peu près 456 études, dont ces 258, qui posent problème avec soit des répétitions de numéros de comité d'éthique, soit des comités d'éthique qui ont été donnés après que les patients aient été inclus dans la recherche, qui est illégale, il vous faut les autorisations avant de débuter la recherche, soit carrément une absence totale de numéro de comité d'éthique ou d'autorisation de faire la recherche dans un certain nombre de ces articles. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que notre papier n'est pas forcément pour dénoncer les pratiques de l'IHU qui ont été dénoncées dans de nombreux rapports, dont un rapport de l'IGAS, et un certain nombre de procédures sont en cours pour essayer de régulariser ces pratiques frauduleuses, mais pour appeler à la fois le nouveau directeur de l'IHU, qui était le président du comité consultatif d'éthique, à revoir drastiquement les pratiques de son institut concernant l'attribution de comités d'éthique et le bon déroulement de la recherche clinique qui est effectuée dans cet institut. Et deuxièmement, c'est un appel à la communauté scientifique et aux éditeurs de journaux pour être plus vigilants sur les autorisations éthiques quand il s'agit de publier de la recherche clinique. Effectivement, il est facile de jeter la pierre sur cet institut qui a été au centre de la polémique et de la controverse dans le Covid. Et ils ont simplement
exploiter de façon frauduleuse une faille dans la publication scientifique, qui est l'absence totale de vérification des éditeurs quand on leur donne un numéro de comité d'éthique. Et ça, c'est problématique parce que autant des revues prestigieuses vont s'assurer que l'ensemble des autorisations éthiques sont vraiment parfaitement dans les règles internationales avant d'accepter de lire la publication qui leur est proposée, autant un certain nombre de journaux ne sont absolument pas regardants. Et notamment le journal New Microbes and New Infection, qui a publié plus de la moitié de ces études qui portent le même numéro de comité d'éthique. On appelle vraiment les éditeurs de journaux à être plus vigilants, et on va même au-delà de ça dans notre papier, on demande à ce qu'il y ait des règles internationales pour la publication, avec une obligation de fournir des documents qui attestent que la recherche a été menée dans les limites strictes de la loi pour la protection des personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Vous avez la possibilité d'écrire n'importe quoi en termes de numéro de comité d'éthique dans vos publications, et vous voyez, pendant des dizaines d'années, personne ne vous dira rien, et vous pouvez quand même obtenir des crédits mairie par le biais de points SIGAPS et faire gonfler artificiellement votre prestige et votre expertise auprès de la communauté internationale. Il vaut mieux publier 10 publications de rang A que 500 publications de rang E que personne ne lira jamais. J'espère que vous comprenez en quoi ce travail scientifique qui est actuellement à l'état de préprint et qui est soumis dans des journaux pour relecture et publication relue par les pairs est important. Ça me semblait utile de vous faire un petit point en vidéo puisque c'est pas forcément des choses qui sont très compréhensibles et abordables par les gens qui ne sont pas dans le milieu. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi ça nous semble important de mettre au courant la population sur ce type de pratique et qu'à l'avenir, on soit tous et toutes plus vigilants quand on accorde notre confiance à des pseudo-experts. Restez connectés, keep on healing, keep on rocking.